Alors, on entame le bouquet final du Tunisia Global Forum. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter. La discussion et la conversation se poursuit et se poursuivra ici et au-delà. Alors, pour cette session de clôture, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur le ministre de la Santé, c'est Mostafa Ferjani, et mon ami de longue date, c'est Mahdi Ahouess, le CEO de Talent, nouvellement élu président de Numéum, le principal syndicat ou le syndicat du numérique en France. Merci, Aïe. Et félicitations pour ça. On va enchaîner ensuite. Alors on vient voir le programme. Quand j'ai dit bouquet final, ça va être une séquence assez intéressante parce que tout de suite après les keynotes de Mahdi et de Mostafa, on va avoir la remise des prix du hackathon, du AI hackathon, qui s'est déroulé du 17 au 19 juillet dernier avec nos amis du CJD Tunis Horizon. Et les finalistes ont pitché ce matin sur cette scène même, devant un jury, devant le public. Et ensuite, la surprise finale. Allez, je vais lâcher un peu le secret. La surprise finale, c'est que depuis ce matin, nous avons une intelligence artificielle parmi nous, qui nous écoute, qui a tout enregistré, qui a écouté tout ce qui s'est dit dans tous les panels et qui va nous fournir un compte-rendu que je vais découvrir en même temps que vous. Et ensuite, on va vous expliquer même comment ça s'est fait et comment ça marche. Donc on parle d'IA, mais on finira par quelque chose de très pratique. Mahdi, à vous la parole. Merci. Alors, merci à tous. Ceux qui me connaissent savent que j'adore improviser, mais quand le timing est compté, il vaut mieux écrire ce qu'on a à dire. Et puis je pense qu'il y avait un message assez important à vous faire passer après cette journée riche et dense. Alors, je vais commencer par vous faire une petite confidence. Je ne suis pas venu ici pour vous parler d'intelligence artificielle. En fait, je ne suis pas venu ici pour ajouter un diagnostic à ceux qu'on a vus depuis ce matin. Les diagnostics, on en a fait beaucoup. Ils sont souvent justes. Et nous savons que l'intelligence artificielle va transformer nos économies. Nous savons qu'elle va redéfinir des rapports de force. Et on le voit actuellement avec un président américain assez lunatique. Nous savons aussi que les chaînes de valeur sont toutes en train d'être bouleversées. Nous savons que nos systèmes éducatifs, on en a parlé autour d'une table ronde, devront évoluer, que nos entreprises devront se transformer, que nos institutions devront s'adapter. Au fond, notre problème n'est plus un problème de connaissance, ni de diagnostic. Il est devenu un problème de volonté et d'exécution. Et c'est précisément là que commence notre responsabilité. On sait. Car il existe un moment où la connaissance cesse d'être un avantage. Elle devient une obligation d'agir. Moi, j'ai passé toute ma vie à créer des entreprises dans une trentaine de pays différents sur les 5 continents. Et sur les 40 années d'entrepreneuriat, ça cadre bien avec les 40 années déjà passées depuis le dernier forum sur l'IA. Si j'ai appris une chose, c'est qu'aucun pays ne se développe parce qu'il a compris ses problèmes. Il se développe parce qu'une génération décide que les problèmes ne sont plus une excuse à l'inaction. Et cette différence qui paraît minime, pour moi, elle est fondamentale. Elle sépare ceux qui vont observer l'histoire de ceux qui vont la construire. Nous parlons souvent des difficultés de notre pays, et elles existent. Nous parlons de financement, de réglementation, de lenteur administrative, de fiscalité, d'infrastructure, tout ça, c'est réel. Et je voudrais partager une conviction très personnelle. Les bâtisseurs ne commencent jamais par la liste de ce qui manque. Ils commencent par une décision. La décision de construire avec ce qu'ils ont. Aucune entreprise ne naît dans des conditions parfaites. Aucun entrepreneur n'attend que tous les feux soient ouverts pour entreprendre. Aucune grande aventure humaine n'a commencé
lorsque toutes les incertitudes avaient disparu. Elle commence tout simplement lorsqu'une femme ou un homme décide que le moment est venu. Il y a une idée que nous aimons à répéter en Tunisie. Nous disons, notre plus grande richesse, c'est notre intelligence. Je voudrais, si vous le permettez, nuancer cette affirmation. L'intelligence, pour moi, n'est pas une richesse. Elle est une possibilité. La richesse n'existe que lorsque l'intelligence devient une entreprise. Lorsque une recherche devient une innovation. Lorsqu'une innovation devient une industrie. Lorsqu'une industrie crée des emplois, de la prospérité, de la confiance. Autrement dit, le talent n'est jamais une fin en soi. Il n'est que la matière première de la création de valeur. Et c'est là, je crois, le véritable défi qui nous attend. Depuis ce matin, nous avons beaucoup parlé de talent. Et nous avons eu raison. Mais je crois que le XXIe siècle ne sera pas une compétition entre les talents. Les talents existent partout. Le XXIe siècle sera une compétition entre les écosystèmes aboutis. Les pays qui réussiront ne seront pas ceux qui auront les meilleurs ingénieurs. Ils seront ceux qui permettront à leurs ingénieurs, à leurs chercheurs, à leurs entrepreneurs, à leurs investisseurs de bâtir ensemble. Un talent isolé, c'est une promesse. Un écosystème qui se crée et qui fonctionne, c'est une puissance. Notre responsabilité n'est donc pas seulement de former davantage de talents. Elle est de créer les conditions qui leur donnent envie de bâtir ici. On me demande souvent comment peut-on faire pour retenir nos talents. Je crois que là aussi la question est mal posée. Les talents ne restent pas parce qu'on les retient. Ils restent lorsqu'ils sentent qu'ils participent à une aventure plus grande qu'eux. Ils restent lorsqu'ils ont le sentiment de construire. Ils restent lorsqu'ils voient naître autour d'eux des entreprises ambitieuses, des laboratoires vivants, des projets qui comptent. Les talents cherchent évidemment des opportunités, des terrains de jeu dans lesquels ils pourront s'épanouir et exprimer leurs talents. Mais ne nous trompons pas, ils cherchent aussi du sens. Et le sens naît toujours d'une œuvre collective, d'une ambition commune. Alors le thème de la journée, c'était bâtir l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle. Moi, le mot qui m'a frappé, c'est bâtir, et c'est celui que je retiendrai. Parce qu'un bâtisseur ne demande pas si les conditions sont parfaites, il bâtit. Il ne demande pas si quelqu'un d'autre le fera avant lui, il commence. Il sait qu'il ne verra peut-être jamais l'œuvre achevée. Cela ne l'empêche pas de poser la première pierre, car il sait qu'une génération en rejoindrait une autre pour prendre le relais. Il y a 40 ans, je vois les deux compagnons, ici même, des visionnaires réunissaient déjà la Tunisie autour d'une intelligence artificielle. Ils nous ont laissé une vision. Notre responsabilité, c'est désormais de la transformer en réalité, pour laisser à notre tour en héritage à la génération qui vient, non pas un nouveau rapport, non pas un nouveau diagnostic, mais des entreprises, des laboratoires, des produits, des brevets, des emplois, une nouvelle confiance dans ce que notre pays est capable de produire. Antoine Saint-Exupéry écrivait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Moi, je ne connais pas une plus belle définition de notre responsabilité. Toute cette journée, nous avons essayé de comprendre l'avenir. En quittant cette salle, nous n'aurons plus d'excuses de ne pas savoir. La seule question qui reste, elle est simple. Qu'allons-nous construire? Qu'allons-nous construire ensemble? Qu'allons-nous construire ensemble pour que notre pays donne envie à nos jeunes d'y entreprendre? Et je terminerai par une conviction qui m'habite aussi depuis toujours. Un pays ne change jamais lorsque tout le monde est d'accord. C'était intéressant, on a vu des points de vue divergents. Il change lorsque les hommes et les femmes décident de construire avant les autres. Et qu'ils donnent envie aux autres de les rejoindre. Alors mes amis, nos parents ont bâti la Tunisie moderne, notre génération reçoit un chantier d'une autre nature, construire la place de la Tunisie dans l'économie de la connaissance. Construire des entreprises qui innovent, construire des technologies qui rayonnent, construire des raisons pour nos jeunes de croire que l'avenir peut aussi s'écrire ici. Et ne nous mentons pas, l'avenir ne nous sera pas offert. Il ne nous sera pas donné. Il se construira ici parce que nous l'aurons décidé. Ou il se construira ailleurs.
Alors je voudrais simplement vous laisser avec cette invitation. Ne soyons pas seulement les témoins de l'avenir, mais avec du courage, de l'audace et du culot, soyons ceux qui auront choisi de le construire. Je vous remercie. Merci Mahdi pour ces paroles très inspirantes. Et la parole est à Monsieur le ministre de la Santé. Merci. La scène est à vous. Juste un petit mot. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ça marche. Un peu de silence. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous accorder votre attention pendant quelques minutes. Donc, Monsieur le Président de la TUJ, Mesdames et Messieurs, Madame l'ambassadrice de France en Tunisie, Monsieur le Ministre, chers partenaires, chers professionnels de santé, chers chercheurs, entrepreneurs, chers membres de la diaspora tunisienne, chers amis de la Tunisie, nous arrivons au terme de cette journée exceptionnelle. Mais ce forum ne doit pas être seulement le lieu où les idées se rencontrent, il doit être le point de départ où les volontés se rassemblent, où les compétences se connectent et où les projets utiles passent de l'ambition à l'impact. Nous arrivons au terme de cette journée car un forum ne change pas un pays. Ce sont les décisions qui suivent, les partenariats qui naissent et les projets qui se concrétisent et les femmes, les hommes qui choisissent d'agir ensemble. Je veux saluer la TUJ, les organisateurs, nos partenaires, les professionnels de santé, les chercheurs, les start-up et notre diaspora. Votre présence rappelle que les talents tunisiens, où qu'ils vivent, appartiennent à une même communauté de destin. Et nous vivons une révolution de l'intelligence. Après l'Internet, l'IA modifie désormais notre manière de produire, d'apprendre, d'innover et de soigner. Mais ne nous trompons pas, la véritable révolution n'est pas technologique, elle est humaine. La question n'est pas seulement de savoir ce que les algorithmes peuvent accomplir, la question est de savoir au service de qui nous les plaçons, selon quelles valeurs et sous quelles responsabilités. Utiliserons-nous le numérique pour rapprocher les soins ou créer de nouvelles fractures? La Tunisie a fait son choix. Nous voulons une santé digitale qui rapproche les citoyens, une intelligence artificielle qui renforce les professionnels, une innovation qui inspire confiance et une souveraineté numérique qui protège nos données, nos compétences et notre capacité de décision. Parce que derrière chaque algorithme, il y a une décision médicale. Derrière chaque donnée, il y a une personne ou un patient. Et derrière chaque innovation utile, il y a parfois une vie mieux protégée. Une vision ne vaut cependant que si elle transforme la réalité, et permettez-moi de l'illustrer à travers 3 réalisations tunisiennes. La première est l'hôpital numérique et la téléradiologie qui rapprochent l'expertise. Notre première ambition est simple, faire circuler l'expertise plus vite que le patient. Et l'hôpital numérique n'est pas un bâtiment supplémentaire. C'est un hôpital national sans mur, sans béton. Il relie les structures régionales aux compétences spécialisées et permet à l'expertise de joindre le patient où qu'il se trouve. La téléradiologie en constitue aujourd'hui une des preuves les plus concrètes. En moins d'une année, plus de 86 000 examens ont été interprétés entre IRM, scanner, mammographie, interprétés à distance dans un réseau reliant 38 établissements, de Barqa à Tborba, à Ben Guerdane, Tataouine, à Gergis,
à Gafsa, à Gasserine, plus de 500 examens sont désormais pris en charge chaque jour. Et surtout, toutes les urgences scanners bénéficient d'une couverture assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Derrière ces chiffres, il y a des décisions thérapeutiques plus rapides, des déplacements évités et des équipements mieux utilisés et des équipes régionales qui ne restent plus seules face à l'urgence. Je donne un exemple. Un IRM a été placé depuis 5 ans. 3 ans n'était pas en fonction. Et on a pu le fonctionner dès que la téléradiologie a commencé. Donc, voilà ce que signifie la santé digitale. La distance géographique ne doit plus décider du pronostic des patients. Deuxième preuve, le dossier médical devient un outil d'anticipation. Cette réalisation est née au plus près du terrain clinique, au sein de la réanimation polyvalente de l'hôpital militaire de Tunis, avec la société tunisienne Medilsis, notamment M. Enis Rorbel, malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Les équipes médicales ont développé un dossier médical informatisé intelligent, capable de rassembler en temps réel les données cliniques, biologiques, thérapeutiques, de monitorage, tous les scopes, les pousse-seringues, les échographes, les machines de dialyse sont tous connectés. Et l'objectif n'était pas simplement de remplacer le papier par un écran. Il s'agit de transformer la donnée en capacité d'anticipation. Les modèles développés peuvent signaler plusieurs heures avant leur expression clinique complète un risque d'infection sévère, un risque de choc septique. Et au tout début, lorsque 6 heures avant, l'alarme sonnait, le patient était à risque de choc septique avec une sensibilité et spécificité aux alentours de 90%. Les médecins voyaient le patient et ne s'inquiétaient pas. C'était bien, la tension était bonne, il n'y avait pas de signe d'alarme. 6 heures après, le patient faisait son choc septique. Et c'était vraiment la découverte comme quoi on peut anticiper parce qu'en médecine, la précocité de prise en charge des patients est un élément déterminant dans l'issue des patients. Cette alerte précoce ne remplace jamais l'examen clinique ni la décision du médecin. Elle lui donne du temps pour vérifier, pour prévenir et du temps pour intervenir. Cette expérience nous enseigne une leçon essentielle. Lorsque cliniciens, médecins, chercheurs, ingénieurs, informaticiens, entrepreneurs travaillent ensemble, les données cessent d'être une archive et les données deviennent un outil au service du soin. Je me rappelle il y a 10 ans, lorsque Enis Rorbel venait me voir et me dire qu'il a un projet de développer un dossier informatisé et que la réanimation, il y avait plein de données. Les malades, ils ont une artère, ils ont la pression artérielle à chaque battement du cœur. Donc voyez-vous le nombre de données qu'il y a uniquement sur le plan hémodynamique. Et je lui dis pourquoi vous avez choisi l'hôpital militaire. Sa réponse était qu'il pouvait développer cet outil informatique, les algorithmes, l'IA, lorsqu'il était aux États-Unis ou en France, puisqu'il a fait les grandes écoles, mais il voulait le faire en Tunisie. Il a choisi l'hôpital militaire puisque l'équipe de médecins était fournie, il y avait suffisamment de médecins pour aider les ingénieurs à développer cette solution et il voulait absolument un produit made in Tunisia. Et on l'a fait ensemble, ça fait 5 ans que le produit existe et il est en train d'être commercialisé en dehors de nos frontières, le dossier intelligent en réanimation. Donc au cœur de cette architecture numérique, nous déployons en collaboration avec le Centre national informatique également l'identifiant national santé, l'INS, véritable clé de voûte de notre système.
Cette INS garantit une identité fidèle, sécurisée et pérenne pour chaque citoyen. Nous sommes actuellement dans l'étape de déploiement à travers l'ensemble des structures sanitaires du pays, avec une généralisation prévue fin de cette année. Il mettra fin à la fragmentation des dossiers et au risque d'erreurs d'identification, assurant ainsi une continuité des soins sans rupture. La troisième preuve, l'IA renforce la médecine de première ligne. La troisième réalisation prépare la médecine de demain au plus près des citoyens. L'outil tunisien d'assistance à la lecture de radiographie thoracique, développé par les équipes de CHU Abdelrahman Memi Ariana avec le professeur Hantous et de Monastir avec le professeur Mezri, mais aussi avec talent, notamment Simé Dehwas, son équipe, et avec Sikarim Bguir. Il y a une année, on s'est vu au ministère de la Santé. On a discuté quelles sont les priorités. Parmi les priorités, le premier cancer chez la femme en Tunisie, c'est le cancer du sein. Et le premier cancer de l'homme, c'est le cancer du poumon. Des facteurs de risque existent, mais il y a aussi des facteurs génétiques. Quel est l'examen le plus facile à faire sur tout le territoire, même dans les dispensaires, dans les centres de soins de santé de base? C'est la radiographie du thorax qui ne coûte pas cher et qui est disponible. Donc on a formé une équipe, ils ont travaillé avec les deux experts, ils ont lu des milliers de radios de thorax. En plus, il y a une spécificité, certaines pathologies comme la tuberculose qui existe en pourcentage plus élevé en Afrique du Nord par rapport à l'Europe, on ne pouvait pas copier une IA faite en Asie, en Europe, par rapport à des spécificités tunisiennes. Et j'annonce que l'IA tunisienne, souveraine, est prête et donne 90% de satisfaction, de sensibilité et de spécificité. Et on est en train de tester. Et je veux applaudir Talent et Karim Gir pour leur apport, ainsi que les médecins, chefs de service de radiologie de Tunisie. Donc ces performances préliminaires dépassent 90% d'exactitude diagnostique globale et devront naturellement être confirmées par l'évaluation clinique finale et surveillées dans la durée. Donc notre ambition est de déployer cet outil, notamment dans plus de 300 centres de soins de santé de base, surtout dans les régions de l'intérieur, où parfois c'est difficile avec la surcharge en travail des médecins de voir un petit nodule qui pourrait correspondre à un début de tumeur où le traitement chirurgical ou médical peut être efficace au tout début de cette maladie. Donc l'intelligence artificielle propose, mais le professionnel de santé dispose. L'IA alerte, le médecin interprète et décide. La technologie accélère l'analyse, mais l'humain demeure responsable. Il faut toujours un responsable à la fin, même si l'IA va faire le diagnostic que le médecin ne voit pas. Donc nous franchissons aujourd'hui une étape importante dans le processus de définition de notre stratégie nationale pour l'IA en santé. Au cœur de cette ambition, nous lançons le Centre d'excellence en intelligence artificielle pour la santé. Ce centre, fruit d'une gouvernance tripartite entre le ministère de la Santé, des Technologies, de l'enseignement supérieur, devient le pilier de notre modernisation en s'appuyant sur la puissance de calcul de notre supercalculateur national et sur l'expertise de nos hôpitaux et universités. Ce centre aura pour mission de transformer nos données en levier de performance clinique et d'équité territoriale. Ce centre est ouvert à toutes les initiatives, aux start-up, aux sociétés tunisiennes, à notre diaspora. Donc c'est un appel que tous les présents ici peuvent participer à ce centre d'excellence et proposer des développements de solutions d'IA responsables, certifiées, ancrées dans les besoins réels
de nos patients, faisant de la Tunisie un modèle africain de gouvernance éthique de l'innovation en santé. Mesdames et messieurs, ces 3 exemples ne doivent pas rester des réussites isolées. Notre responsabilité est de les transformer en une capacité nationale durable, souveraine et digne de confiance. Cela exige des données de qualité, des systèmes interopérables, une cybersécurité exigeante et une gouvernance claire. Cela exige aussi une évaluation scientifique sur nos populations. En discutant tout à l'heure, on ne peut pas appliquer l'IA de la mammographie des femmes asiatiques qui sont différentes en taille, en forme, en génétique, en épidémiologie, à une population nord-africaine ou européenne ou même africaine. Nous n'avons pas la même taille, la même morphologie. Donc nous devons développer notre propre IA, particulièrement dans le domaine de la santé. Et c'est le sens du Centre d'excellence en intelligence artificielle pour la santé que nous voulons construire avec les ministères concernés, les universités, les CHU, notre diaspora, les sociétés savantes et nos partenaires internationaux. C'est aussi le sens du processus national de labellisation des solutions de e-santé. L'objectif n'est pas de ralentir l'innovation, mais de lui donner un cadre de confiance, de sécurité, d'interopérabilité, de transparence et de suivi pendant tout le cycle de vie. Ce label de e-santé numérique constitue un véritable gage de confiance pour les patients et les professionnels. Pour finir, à nos chercheurs, à nos professionnels, à nos start-up, je dis, continuez à transformer les besoins du terrain en solutions utiles, évaluées avec exigence et transparence. À notre diaspora, je dis, construisez des passerelles, partagez votre expérience, accompagnez nos jeunes et connectez la Tunisie au meilleur réseau scientifique du monde. À nos partenaires, construisons une innovation tunisienne dans sa conception, internationale dans ses exigences et humaine dans sa finalité. Mesdames et messieurs, au cours de cette journée, nous avons parlé de données, d'IA, de cybersécurité, d'innovation, d'investissement, mais la véritable question dépasse la technologie. La question, quel système de santé voulons-nous léguer aux générations qui nous succéderont? Une innovation qui impressionne, mais n'améliore pas la vie des patients, reste une prouesse technologique. Une innovation qui rapproche les soins devient un progrès, et c'est l'exemple de la téléradiologie, de la télémédecine. Une innovation qui aide le professionnel à anticiper devient une protection. Une innovation qui réduit les inégalités et inspire confiance devient une transformation durable. Après des années passées au chevet des patients, en réanimation, dans l'enseignement et au service de la santé publique, j'ai acquis une conviction. Ce qui sauve une vie reste la rencontre entre une compétence, une décision juste et une confiance partagée. L'IA ne doit jamais se substituer à cette rencontre. Elle peut en revanche l'amplifier, elle peut rapprocher l'expertise des territoires les plus éloignés, libérer le temps pour le soin et nous aider à mieux prévenir, mieux diagnostiquer et mieux traiter. Parce que la médecine est une science, mais elle restera toujours un humanisme. Alors faisons en sorte que cette révolution technologique soit d'abord une révolution humaine. Une révolution qui rapproche plutôt qu'elle ne divise, qui protège plutôt qu'elle n'expose, qui soigne plutôt qu'elle n'impressionne et qui donne à chaque citoyenne et à chaque citoyen, où qu'il vive, les mêmes chances d'accéder à une médecine d'excellence. Ce forum se termine, notre responsabilité commence. Construisons ensemble une santé digitale qui ne remplace pas l'humain, mais lui permettre d'être encore plus humain.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour ce discours inspirant. Inspirant, pas par la grandiloquence des slogans, mais par le côté concret, réel, par l'engagement sincère qu'on sent derrière vos propos, et par les exemples et les expériences concrètes qui matérialisent, si besoin est encore de le faire, que quand on veut, on peut, que dans ce pays, il y a encore des choses qui se font et qu'on arrive à faire des choses parce que la volonté est là, les talents sont là. Et finalement, on parle depuis ce matin d'intelligence collective. L'intelligence collective produit beaucoup de chaleur. Mais je pense qu'on est au cœur de ce sujet. Et l'appel vibrant que vous avez adressé à la fin à nos startups, à nos entreprises, à nos talents du monde, je pense qu'il est entendu. Et c'est depuis ce matin tout ce qu'on répète, et c'est tout ce qu'on souhaite, et tout ce qu'on appelle de tous nos voeux. Merci encore. Alors, maintenant j'ai parlé tout à l'heure de l'IA, du cerveau, the brain. The brain du TGF, on va le découvrir tout à l'heure. Mais pour commencer, il y a the brain de la Tuge qu'on a envie d'honorer aujourd'hui. Il s'appelle Atef Somai. Oui, nous Atef. Il est où? Ah, Atef. Non. Atef, 20 années de bons et loyaux services et d'engagement. Vraiment un engagement, et je sais tout le poids de ce mot pour accomplir des rêves qu'on se permet d'avoir, nous, bénévoles de l'association, mais derrière ces rêves, il y a une équipe de permanents aussi qui s'active et qui font un travail fantastique. Il est où? Il n'est pas là? عاطف يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. عاطف كلمة. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. وإن شاء الله ديما خير. أنا باش نزيد كلمة. La Tuge ne serait pas la Tuge aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Atef. Et je me souviens du tout petit bureau, tout petit appartement cité Maharajen, et comment la Tuge a démarré petit à petit en ayant cette équipe permanente qui a assuré la continuité d'un bureau exécutif à l'autre. Et voilà, Yatik Saha et 20 ans. Et je peux vous dire que pour faire cet événement, il n'a pas compté ses heures. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas être sous les projecteurs. Oui, d'ailleurs, il n'était pas seul, il y a une équipe avec lui. Aïcha Negro. Meher. Oui, Aïcha. Vas-y, Aïcha. Meher, Zeda. Et Meher qui est aux coulisses, côté régie et digital. Donc voilà, je voulais vraiment saluer vos efforts et tout ce que vous avez fait pour rendre ce qui nous réunit aujourd'hui possible. Merci. Et maintenant, on passe au feu d'artifice final et j'appelle à mes côtés Walid. Non, il n'est pas prêt, Walid. Et on va découvrir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire d'une journée comme celle-ci. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Jeudi dernier, à midi, il y a Walid qui m'appelle, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions auparavant concernant le TGF. Walid m'appelle, Walid Sultan Miden, il m'appelle pour me dire « Amine, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Déjà, rien que pour ça,
merci et merci d'exister. Parce que des gens qui appellent pour dire est-ce que tu as besoin de quelque chose, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, Dieu merci, il y en a pas mal. Et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Mais alors, j'ai tenté quelque chose, je lui ai dit, écoute, ça fait des années, à chaque fois, le problème qu'on a, on fait un événement, on se promet un compte rendu, on se promet une publication de travaux, de compte rendu de travaux, et à chaque fois, c'est pareil, c'est l'été, on arrive à la fin de la journée, on est HS, on est KO, et on a envie juste de partir en vacances, et sur 10 conférences, on va avoir peut-être un compte rendu ou deux. Et là, je lui ai dit, est-ce que l'IA serait capable de nous faire finalement ce qu'on n'arrive jamais à faire? Il m'a dit, normalement, oui, mais laisse-moi checker avec l'équipe si je peux le faire dans le temps imparti. C'était jeudi dernier à midi. Et dans l'heure, il m'a appelé, il me dit, on va le faire. On s'y met tout de suite. Ils ont travaillé, je pense qu'ils n'ont pas compté leurs heures, avec beaucoup de talent, je pense. Et le résultat, moi personnellement, j'ai vu une démo hier sur un test sur les comptes rendus, sur les vidéos du forum de l'année dernière, qui m'a franchement bluffé. Et maintenant, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, Walid Soltan Mideni, je suis cofondateur de Bravo. Emine, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, Bravo, c'est une entreprise qui aide les autres entreprises ou les organisations à intégrer l'IA dans leur process et à mettre en place tout un système organisé, orchestré, que ce soit autour de la data ou des agents qu'on va mettre en place. Alors, on a une présentation qui est prête. Là où elle est là, elle tourne. Il y a juste une problématique d'affichage. Ça devrait arriver. Malheureusement, l'IA ما دخلتش dans les câblages, mais كان شرانا قديناها على حكي. Belle surprise. Alors, on vous explique un petit peu le challenge. Comme ça, on va gagner un peu de temps sur la présentation. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toutes les sessions, اللي صاروا اليوم الكل في السال هذية, mais dans la salle Carthage et dans la salle Viefa, elles ont toutes été enregistrées en vidéo et en audio. Ces enregistrements-là, ils ont été récupérés par 8 agents qui ont tourné pendant toute la journée pour comprendre le contexte, récupérer le transcript, qui est très simple, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans vos solutions d'enregistrement de réunion. Ça, c'est normal. Mais il y avait des agents qui étaient là pour comprendre le contexte, les gens, qu'est-ce qui a été dit, qui est d'accord avec qui, c'est quoi les mots-clés, et surtout, on a fait un test de sentiment sur les sujets qui ont été mis en place. Donc, il a été orchestré. Donc, il y a une équipe technique qui travaille, qui malheureusement bloque. Moi, je crois qu'il y a un problème de port HDMI, mais la démo, elle est là. Et alors, le challenge en soi, ce n'était pas la solution. Le challenge en soi, c'était le temps et surtout d'essayer de naviguer avec un petit peu les challenges qu'on a eu pendant ces 3 derniers jours. Je pense que c'était le sujet, d'ailleurs, un des sujets qui خرج le plus au Qasam Dhaw, parce qu'on ne peut pas faire de l'IA quand il n'y a pas d'électricité. Et quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a aussi pas d'Internet. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour les équipes de vibe coder, de créer des agents, de mettre en place des modèles, de faire tourner un peu tout ça. Donc, pour les 4 derniers jours. Mais par contre aussi, Lyoum, c'est une nouvelle, peut-être si je parle un petit retour sur expérience. Le produit en soi n'est plus le problème. C'est savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ça aurait pu être une start-up. Ça aurait pu être un produit start-up qui est là, qu'on met dans les événements, qui capte ce qui est en train de se passer, qui sort des dashboards et des résumés, etc. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont lancé ce genre de produit. Lyoum, c'est un sujet qui a été créé jeudi après-midi, qui a été mis en place vendredi et qui a été déployé mardi. La solution, elle tourne. C'est juste le câble HDMI qui ne tourne pas. Là. Soyons bien clairs. Donc, c'est un petit peu ça, cette nouvelle tendance qu'il y a aujourd'hui, qui est d'essayer de trouver vraiment des solutions aux problèmes, non pas à travers des produits, mais vraiment à travers l'IA agentique et entre autres le vibe coding. Alors ça, c'est quoi? The floor is yours. Alors, OK. On reprend. Deuxième. Hey OK, alors,
Donc l'idée, comme elle est très claire, c'était d'essayer de capter vraiment tout ce qui s'est passé pendant tout cet événement. Vous pouvez être dans cette salle, après aller dans l'autre, aller dans l'autre. Il y a plein de choses que vous n'allez pas capter ou que vous n'allez pas trouver ou que vous n'allez pas vous rappeler. Et surtout après, c'est que il y a des choses qui vont disparaître, qui vont s'évaporer. Ok. Mais avant de commencer, avant tout, hein, c'est pour la partie livre blanc. Alors, sur ce site, dont le lien va être partagé, vous allez avoir accès au livre blanc. Le livre blanc, le fameux livre blanc dont on a parlé ce matin. Et comme on vous a dit, il sera consultable, téléchargeable, mais beaucoup plus que ça, il va permettre à chacun d'interagir avec lui, de commenter, de mettre des remarques. Donc voilà, il y a le QR code. Vous pouvez descendre un peu pour qu'on puisse... vous pouvez scroller un peu vers le bas. Voilà, il y a le QR code si vous voulez accéder à cette page et au site où se trouve le livre blanc. Donc, les 5 mesures ou les 5 idées phares dont on a parlé depuis ce matin et qui étaient les conclusions un peu du travail qui a été effectué par le comité d'experts qui travaille sur le livre blanc. Vous les avez devant vous, je ne vais pas les lire. Et vous aurez accès, encore une fois, sur le site à tout ce contenu détaillé du livre blanc. On peut passer ? Donc, en fait, le livre blanc se donne comme horizon en 2030. 2030, c'est demain, hein, mais c'est voulu, parce qu'on ne parle pas d'avenir lointain, on parle de l'avenir immédiat, de se donner des objectifs ambitieux. Et sur chaque index, sur quelques index qu'on a sélectionnés, on donne la position de la Tunisie aujourd'hui et l'objectif qu'on aimerait se donner tous ensemble, collectivement, à atteindre en 2030. Passer par exemple pour les High Talent Readiness en Afrique, du 2e au leader. Passer pour le Global AI Index Talent du 56e, 6e en Afrique, à leader africain. En termes de maturité de GovTech, de groupe B à groupe A, etc. Donc, c'est des idées, des objectifs ou des KPI très concrets, mais ce n'est pas juste pour paraître, pour être bien positionné dans les classements. Ce n'est pas pour la com, ce n'est pas pour l'image, c'est vraiment pour sous-tendre tout le travail et tout l'effort qu'il faut accomplir pour être là-dedans. Slide in bas ou direct. Donc là, c'est les slides qui ont été réalisés par l'IA aujourd'hui. Ce qui s'est décidé et retenu aujourd'hui. Donc, alors, quelques chiffres d'abord. On a annoncé dans les médias il y a quelques jours qu'on sera 2500. On est 2603 personnes aujourd'hui ici présents. Donc, objectif atteint. Alors, il y a 380 personnes issues de la diaspora. Alors, parfois, certains qui sont de la diaspora se mettent aussi en Tunisie. Beaucoup sont aussi entre deux eaux, à cheval entre deux pays. Et pas... étant naturellement, souvent, on met Tunisie quand il s'agit de choisir. On a 400 étudiants, donc une population quand même à majorité professionnelle. Il y a 125 startups qui sont présentes. Alors, ça, je ne sais pas, je découvre. Ça, c'est les startups qui sont là, dans l'espace d'exposition. Et ça, c'est remonté, je pense, de l'outil ou de... Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est la liste des startups qui sont présentes, 84 startups. On passe. Alors, ça, c'est l'IA qui a compris que le TGF, c'est le temps fort d'un mois. Un mois de la diaspora, avec le hackathon qui s'est passé il y a quelques jours. Le Diaspora Summer Night le 29 juillet, donc une petite soirée importante aussi pour la remise des awards de la recherche et des startups qui se sont déroulées tout à l'heure. Et les Diaspora Regional Networking du 15 juillet au 15 août, donc qui démarre bientôt. Le prochain sera à Sfax le 28. Ensuite, il y a Sousse, Hammamet, Djerba et d'autres destinations. Tout ça, vous le trouvez sur le site et sur les pages
Facebook et LinkedIn de la TUJ que je vous invite à suivre, à follower. Alors, ça, c'est les indicateurs que je découvre avec vous. 17 heures de contenu, 20 créneaux de programme, 5 salles, 4 stages, 5 sessions simultanées au pic de 11 heures. 101 personnes sur scène, 37% de femmes, peut mieux faire. 3 keynotes. 3 plus 3 ministres et ambassadeurs. Un tiers d'intervenants basés à l'international et 2 tiers tunisiens donc. Sur les awards, on a eu 24 pitchs, 13 startups et 11 deep tech et projets de recherche. 14 personnes dans les jurés, 42 équipes au hackathon qui ont participé au hackathon il y a quelques jours, donc avec 9 équipes qui ont pitché en finale et les finalistes, les vainqueurs que vous avez vus tout à l'heure. Et il y a une 60aine d'organisations représentées sur scène. Il y a aussi eu 1000 rendez-vous B2B organisés dans l'espace de connexion B2B à travers la plateforme. Et ça, c'est quelque chose dont on est très heureux. C'est la première fois qu'on le fait cette année avec des connexions organisées. Donc d'habitude, il y a eu beaucoup de connexions, beaucoup plus de connexions et de rencontres B2B qui se passent naturellement dans les discussions, dans les allées. Mais il y a aussi beaucoup de rendez-vous qui se sont passés via la plateforme dans la salle qui a été réservée à cet effet. Il y a eu plus de 15 000 consultations de profils, c'est-à-dire de personnes qui ont consulté des profils sur l'annuaire, sur l'application qui a été mise à disposition de tout le monde pour s'inscrire et pour networker. Alors là, on rentre dans le contenu. Alors, les notions qui ont traversé le forum, graphe de connaissances pondérées par le nombre d'occurrences. Alors, Tunisie et développement national. Recherche et innovation, investissement et financement, talents et compétences, entreprise et industrie, intelligence artificielle, bien évidemment, gouvernance, éthique et stratégie, données et infrastructures, calcul énergie, diaspora, bien sûr, collaboration et partenariat, transformation et adaptation, écosystème start-up, souveraineté. En fait, là, on voit un graphe. Et il est où, Lyd ? Tu peux m'aider un peu, je sais, parce que je découvre ces trucs-là. Alors, je ne sais pas comment le lire, mais c'est toutes ces notions qui sont interconnectées et que l'IA arrive à connecter ensemble. Exactement. En fait, dans toutes les discussions qui se sont passées, donc dans les transcripts, ça, ce sont les sujets majeurs qui sont revenus, soit sémantiquement, soit contextuellement. Donc, c'est pour ça que ça a été mis comme ça. Peut-être le slide d'après, il montre les occurrences. C'est ça ce qui est très intéressant. Donc, Tunisie et développement national, l'occurrence est de 637 fois. Même dans les discussions, alors ce n'est pas la peine qu'on ait dit Tunisie et développement national, mais si le contexte de la phrase ou de la discussion a mené sur ça, ça a été mis. Et vous pourrez voir quand même que souveraineté et indépendance a été cité 43 fois. Intelligence artificielle en 3, écosystème et start-up, ça change beaucoup. D'habitude, hein, c'était les premières choses qui ressortaient dans ce genre d'événement. Aujourd'hui, on est plus vraiment sur des choses talent, compétences, économie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la Tunisie arrive en premier, c'est pas un mystère, c'est pas un secret, et c'est vraiment toute l'essence et tout le sens de cet événement et de tout ce qui nous rassemble. Okay. Alors, ça c'est la partie intéressante. Les citations. Est-ce qu'on peut s'asseoir à une table où le jeton est de 50 milliards de dollars? Est-ce qu'on va servir le café, nettoyer la table une fois que les personnes sérieuses auront fini de parler? Ou est-ce qu'on a une contribution à faire? C'est bien Nouali. Ça, je n'ai pas su. C'était un cluster de 100 GPU H100 de l'ordre de 2 atomes. Bon, je vous laisse lire. Donc, tu es aussi cité ici. En fait, encore une fois, ce qui fait aussi des événements, c'est les moments phares, les moments clés, les phrases un petit peu percutantes. Donc, là, aujourd'hui, on est capable de les capter directement, de les trouver, mais aussi de bâtir derrière. Vous allez voir, hein, dans les choses qui viennent derrière, dans les slides qui viennent derrière. Emine, tu as la souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est une compétence, c'est une infrastructure, ce sont des talents, c'est quelque chose qui se construit. Et donc ça, c'est très important aussi pour récupérer plus tard, pour les rapports ou pour des choses qu'on pourra utiliser. Donc on a 2 pages sur les citations. Donc ça, c'est la... Hop, on en a d'autres. Hein. Voilà, vous avez tous... il y a eu pas mal de phrases chocs qu'on vous laisse hein, sur le site web et sur la présentation sera partagée. Et c'est sur les enseignements. Donc, vas-y, Ami.
Je ne crois pas avoir dit ça, moi. Hein. Donc là, c'est une interprétation de ce que je dis. C'est une interprétation exactement tout ça, des on a sur le enseignements site qu'on pourrait avoir. Tout le monde a eu le QR code tout à l'heure. C'est ça? Exactement. Exactement. Donc ça, encore une fois, c'est les enseignements qu'on pourrait avoir de tout ce qui a été raconté. Donc, en fin de compte, là, ce travail se fait 2-3 mois, jusqu'à 2-3 mois après les événements. L'idée, c'est de faire la restitution sur place aujourd'hui. Et grâce à l'IA, on peut le faire. Donc, quels sont les enseignements phares? Il y a des enseignements sur la souveraineté, sur la stratégie, sur les talents, sur la recherche. Sur d'autres axes, hein, comme l'adoption, donc les enjeux économiques et organisationnels, les visions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Vas-y, on va avancer pour aller sur les choses un peu plus impactantes. Voilà. Ça, il y a eu une analyse de sentiment, en fait. Ce n'est pas juste une analyse sémantique, voilà, une analyse de ce qui a été dit, mais vraiment une analyse sur comment ça a été dit pour voir qu'est-ce qui est vu comme une opportunité et qu'est-ce qui est vu comme un risque. Donc, concrètement, le soleil, c'est le sujet du moment. Hein. C'est la plus grande opportunité qui est sortie donc de l'analyse qui a été faite. La diaspora comme un pont de circulation. Il y a un capital humain qui est qualifié, qui est encore disponible, mais qu'il faut savoir utiliser. L'IA comme un accélérateur de rattrapage. Donc, l'opportunité est dans le rattrapage. Mais aussi, il y a une troisième voie qui est la Méditerranée et où il faut créer tout un écosystème autour de ça. Sur la partie risque, ce qui est ressorti le plus, encore une fois, sur la base des discussions qui se sont passées sur les panels, c'est le déficit énergétique, on est en plein dedans, les inerties réglementaires, la description d'emploi à l'export, on est toujours, enfin, resté consommateur pour l'instant, et la perte de la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose qui est aussi revenu assez souvent et qu'il faudra mettre en avant et comprendre. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le travail qui a été fait. Une des choses aussi qui nous a été demandée, c'est d'expliquer un petit peu à l'audience, parce que c'est un petit peu notre métier, de vous dire comment ces use cases, parce qu'en fin de compte, c'est ça, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour des choses vraiment pratico-pratiques. On est tous en train de dire l'IA c'est bien, l'IA c'est sympathique, l'IA c'est pratique, ça va vite. Juste une remarque, donc sur le site, il y a un chatbot aussi. On le présente? Yes. Opérationnel. Opérationnel. Et on peut lui poser n'importe quelle question sur les sujets qui ont été traités aujourd'hui et il répond en prenant pour référence les discussions et le contenu du livre blanc. Exact, exactement. Donc, pour faire vite, comment ça fonctionne? D'ailleurs, pourquoi on a fait ça? Encore une fois, je voulais un peu expliquer, donc je vais aller vite. C'est vraiment pour éviter que toutes ces informations qui ont été partagées s'évaporent et qu'on ait quelque chose qui continue. Donc, comment on a capté un petit peu ce qui s'est passé et quoi? C'est les discussions qui ont été mises en place. Alors, ce que vous voyez là, normalement, il y a une belle vidéo de ce qu'on appelle un deuxième cerveau. C'est un graphe de données qui est là et qui, en fin de compte, a commencé à naître bchouaya tout au long de la journée pour créer le cerveau à l'IA qui va pouvoir discuter avec. Donc ça, c'est le process normal. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est capable de comprendre le français et l'anglais, mais c'est de Tounsi. Il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites de Tounsi, et la retranscription a été faite en tunisien, et peut-être même il y a des choses qui se sont passées en non-tunisien, en français, et de toutes les manières, ça a été pris en compte. Pour comprendre rapidement, on prend l'audio, il y a un transcript qui sort, on crée de la data structurée, on sort un MCP qui est un connecteur qui va être disponible à tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez tous pouvoir vous connecter à toutes ces sources d'informations et vous pouvez la requêter comme vous voulez dans votre chatbot préféré. Ça peut être Claude, ChatGPT ou le chatbot qu'on a créé spécifiquement pour cette session. Alors, pour faire ça, un peu de pub, nous, on a notre propre solution qui s'appelle Obélix et qui est un orchestrateur d'agents. C'est une base open source sur laquelle on a rajouté notre propre couche qui est propriétaire et qui nous a permis d'orchestrer des agents. Et je vous montre maintenant vraiment comment le boulot a été fait. C'est que jeudi, quand on a eu le coup de fil, ça s'est passé ici. Allô Emin, qu'est-ce qui se passe? Allô Shedi, allô Razi, on était à 4 et on a commencé à gribouiller un petit peu comment pourrait être la solution avec, bien entendu, ce qui est demandé, etc. Ça aboutit à ça. Ça, c'est une suite de 8 agents qui ont fonctionné pendant toute la journée, qui ont récupéré les transcripts, donc l'audio, l'input c'est l'audio,
qui sont passés par l'orchestrateur qui s'appelle Obélix, et qui après, il y a plein d'agents qui communiquent entre eux, bien sûr, avec une couche d'information qui est là. Et qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Eh ben, c'est la data. Voilà. Et donc, la data, c'est la base de tout. Et c'est à partir de la data qu'on peut faire tout le reste. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, il y a le cartographe, l'analyste, le curateur. Il y a le gardien. Il y a toujours des guardrails qu'il faut créer. Et, chose importante, et qui est un petit peu une signature qui est très importante, s'il vous plaît, c'est toujours garder l'humain dans la boucle. Donc, the human in the loop au début, and the human in the loop à la fin, pour vérifier que l'IA ne nous sort pas quelque chose qui ne sent pas très bon. Ok, ben voilà, ça ressemble à ça. Donc, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, vous avez une plateforme, elle est là, elle est pour vous tous. Le QR code, il est là, elle contient le livre blanc. Elle contient toute la base d'informations, donc les 17 heures de discussion qui se sont passées. Si vous avez raté quelque chose, vous pouvez venir. L'information est open source. Il y a un accès au Git avec toutes les transcriptions, toute la data qui est préformatée. Vous pourrez l'utiliser pour vos propres projets. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de hackathons qui se passaient. Ça peut nous faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Et vous pouvez aussi commenter sur ce qui se passe. Le livre blanc est blanc, mais il est aussi participatif. Et donc, à la demande de Emin, on a mis tout un système participatif dans la page dédiée au livre blanc. Si vous avez des idées, eh ben, c'est maintenant qu'il faut les proposer. Je pense qu'on a terminé. Merci. Je crois qu'on peut partir en vacances sans se poser des questions sur le compte-rendu. Mission accomplie. Exactement. Et très franchement, je découvre un peu en même temps que vous tout ça. Quand je lui ai demandé, quand je lui ai lancé un peu ce défi ou ce challenge ou cette idée jeudi soir, je n'imaginais pas que c'était faisable. Franchement, je ne pensais pas que c'était faisable. Et encore une fois, je pense que la technologie aujourd'hui, la vitesse à laquelle la technologie va, est quelque chose de phénoménal. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'on a besoin de tous se mettre à courir aujourd'hui. Il faut vraiment courir, il faut aller vite, il faut qu'on sorte de l'immobilisme dans lequel on a tendance à s'enfermer par manque d'ambition, par manque de courage ou par défaitisme, et qu'on se mette tous en mouvement. Quand on voit tous ces jeunes, tous ce monde ici présent, on voit des gens, et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là, qui entreprennent, qui investissent, qui innovent, qui créent, qu'ils soient des petites startups, des startups qui naissent, des projets, des gens qui sont dans les laboratoires de recherche, ou dans nos entreprises, ou dans nos administrations, dans nos services publics. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là, et je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui de retrouver ce dont on parle depuis ce matin, cette ambition collective, cette foi en nous, cette foi en notre avenir, parce que tous les ingrédients du succès sont entre nos mains et il ne tient qu'à nous de les transformer en réussite. Le cocktail est ouvert.